Monsieur le président de séance, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, reconnu moi-même handicapé et ancien président de la MDPH du Pas-de-Calais, vous comprendrez ma sensibilité à la question du handicap et mon attachement à toute initiative permettant d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Je suis d'ailleurs intervenu à plusieurs reprises auprès de vous, madame la secrétaire d'État, et j'ai défendu plusieurs amendements en ce sens, et en particulier dans le cadre des débats relatifs à la loi Élan, pour améliorer l'adaptation du logement pour les personnes handicapées. Aussi, au nom du groupe RDSE, je salue l'initiative de notre collègue Alain Milon, dont le texte qui nous est soumis vise à améliorer la prestation de compensation du handicap. Je me félicite également de l'adoption unanime de ce texte par la commission des affaires sociales. Pour bien comprendre les enjeux de ce texte, il me semble nécessaire de revenir quelques instants sur les reproches qui ont pu être faits à cette prestation depuis sa mise en place par la loi de février 2005, dont elle constituait une des mesures phares. En premier lieu, et alors qu'elle a pour objet de répondre aux difficultés quotidiennes spécifiques engendrées par une situation de handicap, elle ne couvre pas les besoins réels des personnes. J'en veux pour seul exemple l'impossibilité de mobiliser la PCH pour les interventions au titre de l'aide ménagère, par exemple. En second lieu, la PCH laisse encore de lourds restes à charge aux bénéficiaires, notamment sur les aides techniques ou sur l'aménagement du logement. En troisième lieu, elle ne répond pas ou pas suffisamment aux besoins spécifiques des enfants en situation de handicap ou des personnes souffrant d'un handicap psychique. Et enfin, je m'arrêterai là, les personnes dont le handicap survient après 59 ans ne peuvent y prétendre. Plusieurs de ces difficultés avaient d'ailleurs été pointées par le rapport de l'IGAS, remis en 2016, rapport dont les préconisations n'ont malheureusement pas été traduites dans notre droit. Nous partageons l'objectif et la philosophie de l'article 1, supprimant la limite d'âge des 75 ans, au-delà de laquelle il ne serait plus possible de former une demande de PCH pour un handicap survenu avant 60 ans. Elle n'avait aucun sens ni aucune justification. Je pense néanmoins que nous devons aller plus loin et supprimer la barrière des 60 ans. Aujourd'hui, en effet, un handicap survenu après 60 ans sera traité au titre du vieillissement, avec donc une prise en charge moins favorable. Il nous faut ainsi relancer la réflexion engagée sur la création d'un dispositif unique, celui de la prestation universelle autonomie, permettant de compenser toute forme de perte d'autonomie, qu'elle soit liée à l'âge ou au handicap. Cette évolution, qui a fait l'objet d'engagements pris par plusieurs présidents de la République, était d'ailleurs déjà présente dans la loi de 2005, qui allait même plus loin en prévoyant la suppression dans les 5 ans de toute référence à l'âge. Près de 15 ans plus tard, nous sommes toujours au même point. L'OMS, d'ailleurs, n'opère plus cette distinction depuis 2001, et cette évolution, outre le signal extrêmement fort qu'elle adresserait à nos concitoyens les plus fragiles, permettrait un triple progrès. Réaffirmer la solidarité nationale à l'égard des personnes souffrant d'une perte d'autonomie, mettre fin à cette incompréhensible discrimination par l'âge, et enfin, opérer une simplification de la gouvernance des différents dispositifs mobilisés. L'article 2 aborde, quant à lui, la sensible question du reste à charge, fréquemment décrié par les familles et les associations. Nous nous félicitons qu'il accompagne plus loin la proposition de notre collègue député Philippe Berta. Cet article apporte enfin la clarification que l'État n'a jamais souhaité opérer jusqu'à en être condamné par le Conseil d'État. Il répond ainsi à une double attente, celle des personnes en situation de handicap et de leurs familles, de ne pas limiter les interventions des fonds départementaux de compensation aux seuls bénéficiaires de la PCH. Et deuxièmement, celle des départements de ne pas voir leur budget croître de manière exponentielle en n'inscrivant pas les interventions des fonds dans la limite des crédits qui leur sont affectés. Là encore, le sujet mériterait d'aller plus loin. N'est-on pas en droit de s'interroger sur l'existence même d'un reste à charge pour des personnes confrontées au quotidien aux limites et contraintes que leur impose leur handicap ? La question doit en tout cas nous interroger au regard des coûts énormes que peuvent représenter certains appareillages, parfois vendus moitié prix à l'étranger. L'amélioration de la PCH, mes chers collègues, ne pourra se faire à budget constant, d'autant que la situation, à certains égards, se dégrade. Diminution du nombre de logements accessibles dans la loi Élan, mise en cause du complément de ressources ou encore des indexations de l'AAH sur l'inflation. Certaines associations déplorent également un resserrement de l'évaluation des besoins ainsi que des décisions des CDAPH de plus en plus restrictives. On le sait, les départements sont confrontés à de réelles difficultés financières et le rapport IGAS que je citais en référence pointait déjà la tension des moyens dédiés au MDPH. Les départements doivent avoir les moyens d'un accompagnement sans faille de nos concitoyens les plus fragiles et l'État
doit impulser cette dynamique en la traduisant dans la future loi de finances. J'en viens à l'article 3 qui nous semble frapper du bon sens en limitant les procédures administratives imposées aux personnes souffrant d'un handicap par l'harmonisation des durées d'attribution des différents éléments de la prestation. Nous saluons également le progrès considérable que constitue l'instauration d'un droit à vie à la PCH pour les handicaps qui ne sont pas susceptibles de connaître une évolution positive. Satisfaisante aussi l'évolution concernant une nouvelle approche de l'effectivité de l'aide, afin, espérons-le, de mettre fin aux effets pervers de la récupération des indus qui pouvaient conduire certains bénéficiaires à renoncer par anticipation à une partie de leurs prestations. Enfin, l'article 4 propose la création d'un comité stratégique, placé auprès de vous, Madame la Ministre. Si la concertation apparaît toujours comme une bonne chose, il est nécessaire qu'elle soit effective et productrice d'effets. Nous serons donc vigilants quant à la gouvernance de ce comité, sa composition, ses attributions et ses modalités de fonctionnement. À cet égard, nous formons le vœu que le décret inscrit dans le texte suive rapidement l'adoption de la loi afin de ne pas revivre l'expérience douloureuse du reste à charge. Les enjeux sont en effet énormes s'agissant des deux champs ciblés par cet article 4, la question du handicap chez l'enfant et celle des transports. Les dysfonctionnements constatés sont nombreux et épuisent les familles. Ce comité devra œuvrer pour apporter des réponses concrètes, optimales et basées sur les réalités de terrain. Je l'ai exprimé à plusieurs reprises par le passé, et je le redis, les familles et les personnes en situation de handicap attendent depuis 2005 que notre société évolue. Il est temps aujourd'hui que les engagements pris soient enfin traduits dans leur vie quotidienne. Et donc, pour toutes ces raisons, avec beaucoup d'espoir, notre groupe votera favorablement la proposition de loi de notre collègue Alain Milon.